Donc bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans le RDV, je reçois Alexandre Jacquin, donc le responsable des sports de la Provence. Bonjour Alexandre. Bonjour, bonjour. Alors Alexandre, avant de commencer cette interview, je vais le dire publiquement, je t'adresse mes excuses. Je me suis laissé aller à un jeu de la surenchère sur X. Je t'adresse mes excuses et pour honorer ces excuses, je t'offre ceci. Voilà, c'est une impression Ah, 3D. J'essaierai de te la faire parvenir. c'est pas mal ça. Ouais. Ouais, Ah, ouais, ouais, c'est pas mal ça. Non, mais y a pas de problème. C'est juste que, en fait, c'est juste que Twitter, enfin, moi j'appelle ça toujours Twitter, hein, je suis resté un peu à l'ancienne. C'est juste que il y a une escalade de haine, en fait, sur Twitter tout le temps. C'est progressif. Les gens, les gens se laissent aller, en fait, derrière leur écran, derrière leur smartphone, derrière leur ordinateur. Ils se laissent aller en pensant que, allez, hop, on peut insulter, on peut, pas, bah, toi, tu m'as pas insulté, y a pas de souci. Non, non, je te Mais promets on, que je ne on t'ai peut, pas qu'on peut, insulté. ouais, voilà. Non, non, mais non, mais on peut insulter les gens, on peut dire, à un moment donné, euh, faut aussi voir ce qu'il y a derrière, quoi. Je veux dire, parce que souvent les gens sont jugés sur une phrase, sur une intervention dans une émission, sur un truc qui s'est passé et on va pas plus loin. Et c'est ça le problème de Twitter, c'est que c'est trop de l'instantané, sans aucune analyse en fait. Voilà, et c'est ce qui peut arriver qu'après le ton peut monter entre les gens. Et moi, c'est vrai que je tweete plus beaucoup parce que justement pour ça, quoi, je relais nos papiers en fait, Ouais, j'ai vu. Ouais, mais ouais, voilà, parce qu'après c'est lourd. À peine tu fais un tweet, l'idée c'est nous c'est de mettre en avant nos papiers, les papiers de la province. Si tu fais un tweet, après tu te prends la terre entière contre toi. Quoi qu'il arrive, les gens ils vont commenter, il y en a d'autres qui vont arriver. bon, en tout cas, mea culpa et je vais te Ouais, pas de montrer souci, pas d'ailleurs. de souci. Et je vais te montrer d'ailleurs. Enfin, mes parents, ils gardent celui-là, c'est très précieusement. La province du confinement. Ils voulaient que voilà quoi. Ah oui, On montre. ok. Voilà. Ah oui, Ça, pour eux, c'est un collector. Donc ah ouais. voilà. Alors Ils ont Alexandre, pas été mal, ils ont pas été malades. non, 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 je touche Ah, du ça va. bois. Pour l'instant, ça va pour eux. Ok. Ouais. Alors Alexandre, je vais te poser la question que je pose à toutes les personnes que j'interviewe. T'es né où et quand? Marseille en 1981. D'accord. Je suis un pur Marseillais, moi. Ah, j'en doute pas. Ouais. Vu l'accent. Oui, Alors, voilà, oui. L'accent, je peux pas, je suis toujours trahi par mon accent. alors, elle te vient comment cette volonté de devenir journaliste sportif? Est-ce que c'est inné ou il y a eu des étapes? Alors, en fait, alors l'intérêt pour le journalisme, c'est inné. C'est-à-dire, que je me revois chez moi, chez mes parents, lire le journal. Et moi, chez moi, on lisait le Provençal, en fait. Et lire le journal, l'étaler par terre et lire, regarder les photos et tout, même quand j'étais plus petit, puis je lisais quand même, je lisais tous les articles de André de Roca, Mario Albano. Après, ça m'a fait bizarre de travailler avec ces gens-là, avec Mario Albano notamment, Patrick Cancello. Je lisais ça. Et après, je me suis jamais dit que je pouvais le faire. Parce qu'en fait, après, je faisais mes études, je pensais que les concours d'entrée aux écoles de journalistes étaient trop durs par rapport je sais pas mon niveau, mais mon investissement scolaire de l'époque, en fait. Voilà, on va dire ça. Et en fait, je suis arrivé dans le journalisme un peu par hasard. Moi, c'est que j'ai démarré au football amateur, en fait, en tant que pigiste. Euh, par hasard de connaissance, on m'a proposé de faire ça parce que je joue au jeu. En fait, je joue au foot et on m'a proposé de faire ça, de couvrir, de faire les petits comptes rendus de matchs le dimanche. Et j'ai commencé comme ça, en fait. Et progressivement, un match, puis deux, puis trois, puis j'ai commencé à écrire de vrais articles et ainsi de suite. Donc, je suis venu dans le journalisme comme ça. J'étais étudiant, j'étais en licence d'histoire, mais j'aurais pu passer ensuite les concours. Mais en fait, comme j'ai eu d'un coup, j'ai eu un pied dedans. Bah, j'ai pas passé le concours en fait. Et après, bon, attention, hein, le parcours professionnel d'un journaliste, parce que là, on me voit aujourd'hui, on se dit, ah, chef des sports, il a couvert l'OM mais c'est pas, ça vient pas du jour au lendemain, c'est beaucoup d'heures Non, de travail, de l'ombre, step by step, voilà, ouais. moi ouais, voilà, j'ai écumé les terrains amateurs marseillais, j'ai passé des dimanches et des dimanches, puis j'ai fait ça dans les Alpes aussi pendant 3 ans. Je suis parti dans mon premier poste, qui était un poste de pigiste permanent dans les Alpes pendant 3 ans, et c'était parti, enfin, je le dis, j'ai donné des cours aussi à l'IEJ pendant une dizaine d'années, je le disais souvent aux étudiants, c'est qu'en fait,
même l'étudiant le surdiplômé, là, le cador qui aura tous les diplômes, dans le journalisme, on viendra pas le chercher, quoi. C'est-à-dire qu'il faut se construire ses opportunités. Si tu restes dans ton canapé et que tu attends que quelqu'un vienne te chercher en te proposant un contrat, non, ça arrivera jamais. C'est une des qualités du journaliste, justement, il faut être culotté, il faut être curieux, il faut savoir passer par la fenêtre quand la porte elle est fermée. Et en fait, mon parcours, ça illustre un peu ça, c'est que j'ai saisi les moindres opportunités que j'avais pour pouvoir faire ce métier. Euh, je pensais pas pouvoir le faire au départ, quoi, en fait. Et après, c'est vrai qu'une fois que j'ai eu le pied dedans, après, je me suis dit, c'est la chance de ma vie, ça me plaît. Le matin, je me lève. Alors attention, c'est du boulot, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de pression, c'est chronophage, c'est-à-dire on pense à ça toute la journée. T'as pas beaucoup de Euh, repos, j'imagine. oui, voilà, mais disons que les jours de repos, ben, on est quand même l'esprit qui est pris par les dossiers sur lesquels on est, et ainsi de suite. Mais c'est passionnant. Il n'y a pas un jour où je me dis le matin, oh là là, il faut y travailler. Voilà, c'est un métier qui est passionnant et on se rend pas compte enfin, si, moi je m'en rends compte, mais il y a des journalistes ailleurs qui se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de faire ce métier quand les gens, quand on voit c'est tout bête, mais bon, là, depuis que je suis passé chef des sports, je fais beaucoup moins de déplacements et beaucoup moins de matchs de l'OM parce que je suis beaucoup au bureau et à coordonner tout. Mais pendant, on va dire, de 2000, mon premier match de l'OM, c'était en 2010 que j'ai couvert et jusqu'à 2023, je me suis pas arrêté. Et on va dire que quand je me retrouvais à Lorient, à Guingamp, à Reims, à Metz, c'est fatigant. C'est fatigant quand même, hein, parce que prends le Avec le train, tu froid arrives et à 1 heure de tout. coup d'envoi, c'est fatigant. Mais bon, je me dis, je regardais les supporters autour de moi et je me disais, mais en fait, moi, je suis là, je suis payé pour faire ça. Et eux, les pauvres, ils sont dans leur car, ils ont galéré, ils ont posé un jour de congé, ils ont fait des sacrifices financiers parce que c'est pas évident aussi de faire tous ces déplacements et tout. Et je me dis, ouais, souvent, je me dis, j'ai quand même professionnellement, c'est quand même. Alors, je dis pas que j'ai de la chance parce que la chance, on se la crée aussi. C'est pas une chance qui est tombée sur moi, mais je me dis, j'ai de la chance de faire ce métier et c'est un métier. Ça fait partie des métiers les plus passionnants qui soient, quoi. Et surtout quand on travaille dans le domaine qu'on apprécie le plus, comme moi au sport. Je pourrais être journaliste, je pourrais aussi être journaliste à la Provence dans d'autres services. Je le ferais avec tout autant de sérieux, mais ça me botterait peut-être un petit peu moins. Je serais un peu moins passionné. Là, c'est vrai que c'est un domaine passionnant. Et si on m'avait dit quand j'étais à la fac que je serais chef des sports à 43 ans et que j'aurais couvert tant de matchs de l'OM, que j'aurais fait, j'ai fait l'Euro 2016, que j'aurais fait tout ça comme carrière, j'aurais pas cru du tout, quoi. J'aurais signé de suite et j'aurais pas cru un seul instant, quoi. Voilà. D'accord. Eh ben, tu sais qu'on a un point commun, toi et moi, c'est que on a tous les deux fait une licence d'histoire. Et Ah ouais? ouais, ouais, ouais. J'en Tu ai es fait tu étais à quel, à en fait, Aix. tu es à quel, ah, bah, pareil, J'y pareil. étais, je l'ai eu en 2022. Et justement, ma question, c'est celle que je pose parce que j'ai vu que beaucoup de journalistes avaient eu une licence d'histoire. Et ma question, c'est est-ce que pour toi, le sport, c'est de l'histoire? Ah oui, ouais, c'est une bonne question en plus, hein. Oui, c'est de l'histoire parce que, je vais prendre un exemple. On va prendre par exemple, Fouriani. La catastrophe de Fouriani, ça fait partie de l'histoire. Ben, tu vois, c'est du sport. Bon, c'est une catastrophe. Moi, je connais bien le sujet parce que j'ai participé à l'écriture d'un livre caritatif sur le sujet avec l'UJSF pour les 20 ans de la catastrophe. Et en fait, ça fait partie de l'histoire. C'est du sport, mais c'est rentré dans l'histoire. Ce sont des événements, un événement dramatique qui fait partie de l'histoire. Après, pour parler de manière plus positive, la victoire de l'OM en Ligue des Champions, elle fait partie de l'histoire de Marseille. Elle fait pas partie de l'histoire du sport. Ça va bien au-delà. En fait, le sport, il faut souvent on nous regarde en tant que journaliste, ah, c'est journaliste de sport, machin. Mais le sport, ça va bien au-delà du terrain, en fait. Le sport, c'est avant tout, le sport, c'est des histoires humaines, c'est des émotions. Et quand on a de tels événements, je parle sur le niveau tragique avec Fouriani, c'est une catastrophe, sur la victoire de l'OM en Ligue des Champions un an plus tard, qui est par contre un moment de bonheur absolu, on se souvient de tous. Alors, je sais pas quel âge toi, tu as, mais moi, je me rappelle ce que je 98. faisais. Ah, tu t'es pas né, voilà, bon, mais quand l'OM regagnera la Ligue des Champions, tu t'en rappelleras si j'arrive. Mais moi, je me rappelle que ce que je faisais quand l'OM a gagné la Ligue des Champions en 93, j'étais sur le Vieux-Port avec mes parents, avec des amis de parents, j'avais 12 ans, moi. Ça fait partie de ma vie. Donc, si on va parler d'histoire à des petits Marseillais
enfin des Marseillais de mon âge qui sont tous quadras, je pense que la victoire de l'OM en Ligue des Champions de 93, ça va bien au-delà de n'importe quel événement historique qu'on apprend à l'école ou qu'on développe à la fac. Voilà, c'est pas faire offense aux professeurs de la faculté, mais ça fait partie de leur histoire en tout cas. Quand on est un amoureux de sport, on a souvent des dates références comme ça qui nous ramènent à des époques. Et moi, je pense, oui, c'est complètement, le sport, c'est l'histoire. Voilà, et de toute façon, l'histoire du sport, on voit que l'équipe sort de temps en temps des ouvrages, justement, de récap on se remémore. Nous, avec l'hebdo qu'on a lancé aussi, on fait pas mal de papiers histoire. Oui, c'est l'histoire. Et toi, tu as toujours été, depuis petit, passionné par le football? Alors, je crois que je fais partie de ces gens-là, Marseillais, qui sont pas passionnés par le football au départ, hein, je parle maintenant, oui, évidemment, bah, vu mon métier, en plus, c'est Ah, normal. Alexandre, Mais je crois juste, que, oui, je t'entends un peu mal. Est-ce que tu... là, tu m'entends, là, c'est bon? Ouais, là, c'est bon, je Là, t'entends. c'est bon? C'est Ouais, bon. ouais. Attends, mais tu sais pourquoi? Parce que je dois avoir mon câble pour le brancher. Là, c'est bon? C'est mieux, là? C'est mieux là, ouais, t'inquiète. Là, je pense que c'est bon. Et en fait, je pense, je disais, je fais partie de ces Marseillais qui, au départ, ne sont pas passionnés par le football, mais qui sont passionnés par l'OM. Parce qu'il y a, une- il faut, on différencie quand même les supporters. Il y a beaucoup de supporters de l'OM qui ne s'intéressent qu'à l'OM et qui, ça les intéresse absolument pas, la Première Ligue, L'équipe de la France Liga, maintenant? la Serie A, l'équipe de France, ça les intéresse pas. Et moi, c'est vrai que je fais partie ma famille, c'était plutôt ça. On n'était pas des passionnés, enfin, mes parents n'étaient pas des passionnés de football, ils étaient des passionnés de l'OM. Et l'OM était, pour ma mère, justement, qui est plus là aujourd'hui, qui est décédée aujourd'hui, l'OM était plus, on va dire, davantage une occupation, parce qu'elle a fait partie de la création d'un des premiers groupes, de la première association de supporters, bien avant les groupes de supporters ultra. Il y avait, avant le club central des supporters, il y avait le club des supporters de l'OM, et elle a participé à la création de ce club de supporters dans les années 70. Et c'était plus davantage un, comment dire, c'était pas des passionnés qui connaissaient tous les joueurs du FC Nantes ou de Saint-Étienne. C'était des gens qui aimaient l'OM, quoi. C'était une occupation, c'était vraiment un mode de vie, c'était les premiers déplacements et tout. Et moi, voilà, moi, je fais partie de j'ai cette culture-là, j'ai cette culture OM plus que la culture football. Après, la culture football, évidemment, je l'ai acquis au fil des années, parce que quand on fait ce métier, évidemment, on connaît extrêmement bien le football, mais ouais, je suis plutôt un passionné d'OM au départ, quoi. Quand je suis né, je suis allé au stade à 5 ans. Mes parents m'ont emmené à 5 ans, en 1986. Je me rappelle, c'était le premier match de Jean-Pierre Papin au Vélodrome où il met un doublé contre Monaco. Et moi, j'avais 5 ans. Et en fait, quand je dis je me rappelle, j'exagère un peu, mais j'ai des flashs. J'ai des flashs et j'avais terminé le match, je m'étais endormi, je crois, on était dans les anciens virages, quoi. C'était d'anciens stades, quoi. J'avais dormi sous les jambes de mes parents en fait en fin de seconde en seconde période quoi. Mais c'est vraiment ouais voilà c'est vraiment à Marseille il y a une culture OM davantage qu'au football. On a aussi affaire à beaucoup de gens qui qui ont célébré par exemple je pars un peu loin mais c'est vrai quoi. Il y a beaucoup de gens et je pense que s'il y en a qui nous écoutent qui vont regarder qui se reconnaîtront il y a beaucoup de gens qui ont célébré en 1994 enfin fin 1993 l'élimination de la France, le but de Kostadinov et l'absence de la France à la Coupe du Monde 94 parce que c'était justement une revanche sur les instances qui avaient sanctionné l'OM et qui les avaient interdits de participer à la Ligue des Champions 94. Donc Ça, il y a tu vois, beaucoup, voilà. j'avais pas pensé. Ah oui, oui, non, mais moi, je sais qu'à Marseille, c'était le but de Kostadinov. Va parler de Kostadinov à des Marseillais de mon âge et au-delà, il a été vécu comme, ben voilà, ben c'est bien fait pour eux, quoi. Alors qu'on est Marseillais, quoi, on est Français. Mais il y a eu, bon après c'est revenu évidemment. Moi j'étais le premier heureux en 98 avec la victoire de l'équipe de France. Même après c'est revenu. Mais sur le moment, c'est vrai, j'avais 13 ans, 12 ans, et c'est vrai que je me revois. Pas fêter le but de Kostadinov, mais pas être mécontent, quoi, voilà, parce que l'équipe de France symbolisait la 3F de Fournier Fayard à l'époque, et on se disait, ben voilà, ils méritent pas, ils nous ont eu à nous les Marseillais, donc bah, c'est horrible hein, comme pensée, hein, mais ça symbolise un peu la culture OM de l'époque. On était vraiment, et mes parents étaient comme ça, vraiment supporters de l'OM, amoureux de l'OM, connaisseurs de l'OM, mais pas tant connaisseurs et supporters et amoureux de football que ça, en fait.
Et beaucoup de gens vont au stade à Marseille encore, c'est la culture OM. C'est une culture OM. C'est plus une culture OM, une culture foot pour beaucoup, en fait. D'accord. Alors, quel souvenir justement tu gardes, toi, de 93, de ce match-là, OM Milan? Ben, moi, j'étais sur le Vieux-Port avec mes parents, avec des amis de mes parents aussi, avec des amis d'enfance. Et ben, c'est la joie absolue. En fait. En plus, moi, j'ai 12 ans, genre, c'est le rêve, quoi. C'est le rêve. Je me rappelle enfin, nous, on avait voulu aller à Munich, mais on n'avait pas réussi à avoir des places. Et on était abonnés, hein, pourtant, on est à tous les matchs au stade. Mais ouais, c'est la puissance, quoi. Je me rappelle que le lendemain matin, je me souviens, le lendemain matin au collège, j'étais en cinquième et on n'avait pas fait cours, en fait. En fait, tout le monde, on avait fait de 8 heures à 10 heures, c'était, on fait parler les élèves sur, parce qu'en plus, moi, j'étais dans les collèges des quartiers nord, hein. On fait parler sur qu'est-ce que vous avez fait hier soir, qu'est-ce que ça représente pour vous, c'est quoi, c'est un moment historique, c'était l'événement, quoi. En fait, c'était l'événement, c'est pour ça que je dis que ça fait partie de l'histoire. C'était l'événement, c'était à Marseille, on ne parlait que de ça. Et après, moi, j'étais à l'école, j'avais pas pu aller au stade le soir, mais j'aurais vraiment aimé y aller. Après, on me l'a raconté, j'ai vu l'image évidemment, mais voilà, moi, le on l'avait vu dans un bar sur le Vieux-Port, quoi, ou dans un restaurant sur le Vieux-Port, alors je sais plus où exactement, où ils retransmettaient avec tout le monde. Et c'était la fête populaire par excellence. Et il n'y avait pas de. Après, j'avais 12 ans, j'étais un peu insouciant, mais il n'y avait pas il y avait pas ces problèmes bon, après, il n'y avait pas la menace des attentats aussi et tout à l'époque, mais il y avait plus d'insouciance qu'aujourd'hui, quoi, je trouve, dans mon souvenir. D'accord. Et justement, le grand homme de cette victoire, c'est Bernard Tapie. Est-ce que toi, tu as une anecdote sur lui? Parce que t'as dû forcément le croiser, le recroiser. Moi, j'ai une anecdote sur lui. Alors, la chose j'en profite, hein, il a racheté le journal en fin 2012. Et moi, je démarrais encore un peu sur l'OM. Tu vois, ça faisait comme je disais, c'était les années où je démarrais, quoi. Je me suis dit, oh là là, Bernard Tapie qui rachète la Provence, il va vouloir placer ses mecs. C'est la première chose qu'on se dit. On se dit, bon, mais il va vouloir faire venir deux, trois journalistes, deux, trois grands journalistes réputés. Et malheureusement pour moi, ben, pas fin de carrière, mais ce que j'avais rêvé de faire, ben, je vais sans doute le faire. Et je me suis dit ça. La première semaine, je me suis dit ça. Puis finalement, ma foi, non, ça a commencé, ça se passait plutôt bien. Et voilà. Et en fait, ça s'est bien passé. Tu veux dire, je parle pas au niveau je veux pas donner mon avis au niveau de la gestion de l'entreprise. Je parle juste sur le plan éditorial et sur le plan de la relation de Bernard Tapie avec le service des sports de la Provence, ce sur quoi je peux parler tout à fait librement. Il appelait quasiment le chef de l'époque. Moi, j'étais adjoint. Le chef de l'époque, Jean Lombardi, il appelait à tous les matchs pour commenter le match avec lui. Il prenait son téléphone à la mi-temps, il appelait, il était chez lui, même quand il était malade. Et même très tard dans la maladie, il appelait, il regardait tous les matchs. Et il l'appelait, il commentait, il disait, ah, moi celui-là, ah, moi ce joueur-là, celui-là. Alors, je me rappelle plus exactement lesquels il aimait et tout, mais moi je ferais ça, moi je ferais ça. Et je me rappelle que moi, la toute première fois où je lui ai parlé seul à seul à la Provence, donc ça devait faire un an ou deux qu'il avait racheté la Provence et il participait au trophée de l'économie de la Provence au palais de la Bourse et il vient me voir et un ancien chef me présente, il me dit bon bah, il me dit ah c'est toi Jacquin hein, ouais. Bah, viens voir, on va parler 5 minutes, je vais te donner quelques petits cours, je vais t'expliquer parce que ça va te servir pour la suite, je vais t'expliquer comment ça fonctionne le mercato et en fait il m'avait fait je prends lui ça sert à rien, il m'avait expliqué son mercato, le mercato qu'il ferait alors il ne me rappelle plus exactement le mercato qu'il ferait mais en fait c'est je crois que l'OM c'est le sujet qu'il a le plus il a tenu jusqu'au bout, quoi. Il y avait sa famille et il y avait l'OM, quoi. En fait, l'OM, ça le passionnait, il avait ça en lui, quoi. Même quand il était plus au club, du coup, parce qu'il était plus du tout au club. Et il n'a pas joué, ce que je veux dire, c'est il a pas joué de sa position à la Provence pour déstabiliser ou aider le club, quoi. On a pu travailler de manière, c'est ce que je veux dire, j'en profite pour le dire, parce on a pu travailler totalement librement. Et de temps en temps, il y avait des parados à l'OM qui disaient, ah ouais, mais c'est tapis derrière, machin, mais c'était pas vrai, quoi. Déjà, à aucun moment, il n'y a jamais eu, j'ai jamais reçu un appel de Bernard Tapie qui me disait, allez, il faut enfoncer
un tel, il faut dégoupiller lui, pas du tout. Il nous a laissé travailler comme pendant pas 10 ans, mais pendant plus de 8 ans, on a travaillé avec Bernard Tapie comme actionnaire. C'est pour ça que je m'exprime pas sur la gestion de la Provence, moi je m'exprime vraiment sur le fond éditorial, sur le service des sports. On a travaillé avec Bernard Tapie comme actionnaire, je savais qu'il était content de ce qu'on faisait, mais sans qu'on ait une pression particulière de sa part sur l'angle, sur les choix des sujets, sur le ton. Il y avait pas ça. Je me rappelle, en termes d'anecdote, je me rappelle le hasard. J'étais avec en 93, en 2013, il y a les 20 ans de la victoire de l'OM en Ligue des Champions, l'anniversaire. Et Ouais. j'étais, je sais pas pourquoi, je me rappelle plus où, mais j'étais avec Vincent Labrune à ce moment-là quand il reçoit l'appel de Bernard Tapie, qui lui demande s'il peut faire chanter sa fille sur la pelouse. En fait, et Sophie, il demandait une faveur à la Brune en lui disant, bon, voilà, les 20 ans, est-ce que Sophie Tapi, est-ce que ma fille Sophie, elle peut chanter We Are the Champion sur la pelouse? Et Vincent Labrune, je vais dire, c'est Bernard Tapie, enfin, je veux dire, c'est Bernard Tapie qui appelle Vincent Labrune, et Bernard Tapie lui demande s'il peut faire chanter, s'il peut, dans le cadre des célébrations sur le match, c'était OM Rennes, je crois, à l'époque, ce match-là, bon, qui ne servait plus à rien, mais si elle peut chanter. Mais Vincent Labrune, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il dit oui de suite. Parce que c'était une demande, en plus, c'était une demande très amical en plus. Et donc c'est Sophie Tapi qui a fait We Are the Champion 2013 sur la pelouse du Vélodrome. Voilà. Mais vraiment, voilà, j'en profite pour dire ça, c'est qu'on n'a pas, ça aurait pu, enfin, les gens, il y a les amoureux fanatiques de Bernard Tapie, c'est l'idole, hein. Après, il y a les adversaires de Bernard Tapie, c'est-à-dire les gens qui détestent Bernard Tapie, quoi qu'il fasse, ils vont me dire, ah, gna 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 gna, et c'est un escroc, et ceci et cela. Moi, je témoigne de mon expérience personnelle de journaliste de la Provence, qui avait quand même une fonction. J'étais chef adjoint à l'époque. Moi, je suis chef aujourd'hui, mais j'étais chef adjoint à l'époque. Une fonction. Je n'ai jamais eu un coup de pression de Bernard Tapie. Ça s'est passé, ça s'est très bien passé sur le sujet, sur le suivi de l'OM. Il a jamais mis son nez dedans pour nous imposer quoi que ce soit. Il nous a jamais dit, lui, je veux plus qu'il parle, lui, il faut qu'il, lui, je veux qu'il parle, ceci, cela. On a pu faire notre travail librement. Et ça, si on fait le bilan de son passage à la Provence, encore une fois, je parle pas de tout le reste parce que ça me concerne pas, moi. Si on fait le bilan de son passage à la Provence, sur la gestion éditoriale, on a été libre de faire ce qu'on voulait et ça, c'était appréciable. Voilà. D'accord. Par contre, il y en a un président avec qui, enfin, je sais pas si c'est pas passé, mais en tout cas, tu le portes pas dans ton cœur, je crois, c'est Jacques-Henri Hérault. Ouais, bon, lui, ça n'a rien à voir. Lui, c'est, le problème de Jacques-Henri Hérault, c'est que je pense qu'il a quand même fait il a, il a fait quand même des choses de bien à l'OM. C'est-à-dire qu'il a structuré l'OM. À l'intérieur du club, je sais qu'il y a des gens qui regrettent un peu qui le regrettent un peu au niveau administratif, pas au niveau sportif. Donc il a fait des trucs quand même. Il faut pas non plus tout dire. Tout n'est pas noir. Voilà. Il faut aussi être honnête. Tout n'est pas noir. Le problème, c'est il n'a pas été franc en fait avec les gens. Et je pense que les 6 premiers mois, il a fait une sorte d'opération de séduction avec tout le milieu olympien qui compte, en fait. C'est-à-dire qu'il est allé faire son petit déjeuner avec René Malville, il a rencontré les gens, et il a été très sympa avec tout le monde. Bon, dont nous, évidemment, hein. Il a été très sympa avec tout le monde, et c'est vrai qu'au début, on s'est dit, waouh, en fait, il est bien, hein, ce mec, il est pas mal. Et même moi, hein, j'avoue, ce mec, il est bien, puis il a des idées quand même. Parce qu'il avait des idées, attention, hein, il a des idées et tout. On m'avait averti, après, j'avais des collègues quand même qui le connaissaient par ailleurs avant, qui me disaient, attention, méfiance, parce que c'est pas, il n'est pas vraiment comme ça sur le long terme. Et finalement, c'est vrai qu'au fil du temps, il a commencé à se tendre et on a découvert le vrai Jacques-Henri Hérault, c'est-à-dire très obtus, très donneur de leçons, qui supporte pas la contradiction, qui pense savoir sur le football, un sujet qu'il ne maîtrisait absolument pas, alors qu'en fait, il aurait dû avoir ce problème, c'est qu'il a manqué d'humilité. Et en manquant d'humilité comme ça, il s'est mis à dos beaucoup de monde, dont nous, les journalistes de la province, parce que nous, on a fait notre travail, hein. Je veux dire, il a pu faire une interview à la fin sur SoFoot en disant qu'on était proche de la diffamation et tout, mais on attend toujours, quoi. Il nous a jamais Et en attaqué pour demeure. diffamation. On n'a pas, non, mais même pas mis en demeure. On a toujours bien travaillé, quoi. Donc, il y a pas eu de souci là-dessus. C'est pas Mais il chez a vous été, voilà, que c'est pas Oui, chez vous pardon? qu'il y avait eu une tribune avec plein de personnalités marseillaises. Oui, Euh, c'est chez nous, ouais. ouais, voilà, C'est chez c'était. nous. C'est chez nous. Et c'était, oui, voilà, c'est pour moi où il voulait dissoudre les groupes de supporters.
Et il a pas été, voilà, je trouve qu'il a pas été franc avec les gens et beaucoup de gens lui en ont voulu pour ça. Après, moi, les rapports que j'ai eu avec lui, c'était très cordiaux au début, puis ça s'est tendu au fil du temps. Après, alors les gens exagèrent un peu parce que les gens retiennent, c'est tout le problème des conférences de presse filmées, quoi. Les gens retiennent l'épisode de la conférence de presse Uber Eats, là où on s'est un peu pris le bec, et comme c'était filmé en direct sur la sur web.fr, les gens ont retenu ça, mais oui, ça s'est terminé à la fin, on se parlait plus, quoi. Et c'est dommage quand les journalistes et les dirigeants perdent le fil, parce que bon, le c'est quand même d'échanger. Quand on est journaliste, on n'est pas adversaire, on est au contraire, nous, on est là pour raconter l'OM, mais le raconter de manière vraie. On n'est pas là pour arranger une réalité, quoi. Et la réalité, c'est que bah, il a été nommé président de l'OM, ils ont nommé un directeur sportif, Andoni Zubizarreta, après l'entraîneur. Zubizarreta, lui, il a jamais eu de pouvoir. Enfin, ils ont fait un peu n'importe quoi et il a dilapidé l'argent de McCourt en transfert surréaliste et en salaire surréaliste comme Strootman. Voilà, le bilan est là. Mais après, il a pas fait que du mal à l'OM non plus, quoi. Voilà, il y a eu beaucoup de maladresse de sa part, c'est ça surtout. Et je crois que pendant sa période, je crois que c'était pas passé avec un entraîneur, c'était AVB, je crois. André Villas-Boas, il y avait Ah bah alors ouais, alors ça aussi pareil, c'est un truc là, c'est un truc Twitter complet. Alors en plus pour le coup, autant Jacques Méro c'était moi, autant André Villas-Boas c'est pas moi, c'est mon collègue Jean-Claude Leblois, parce que très susceptible, très bon entraîneur. Hein, par contre, Hmm. Villas-Boas, moi j'ai trouvé, mais très susceptible et en fait, c'est pas que c'est pas passé du tout, au contraire, on avait de bons rapports avec lui, des rapports cordiaux, mais c'est que sur la fin de son passage à Marseille, il s'est tendu et il se tendait à la moindre phrase, quoi, qui ne lui plaisait pas dans un article, quoi, et c'est venu, et c'est venu comme ça pendant une conférence de presse, à Manchester, après Manchester City OM, en plus une conférence de presse en visio où il a commencé à attaquer mon collègue en direct, machin, et puis le ton est monté jusqu'à ce qu'il y ait une autre altercation verbale. Ça a toujours été simplement verbal, hein. Enfin, bon, même s'il a été assez virulent, quoi, à Rennes, quoi. Voilà. Après, ça arrive, hein, c'est pas. Je pense Oui, qu'aujourd'hui, oui. ils se recroisent et ils disent bon, enfin, ça arrive. En fait, le Je problème, c'est vois. que Hmm. le problème, c'est on vit une époque où tout se voit sur les réseaux sociaux, parce que tout est filmé, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va aller balancer un tweet et ainsi de suite. Parce qu'avant, il y a encore 15 ans, ce genre d'épisode, ça arrivait et personne ne le savait, quoi. Oui, c'est ça la différence entre 2024, 2022, 2020 et 2008, 2009, 2010 quand j'ai démarré. Ce genre de choses, ça arrivait, enfin, des petites altercations, des petites mésententes, ça arrive, quoi. Je veux dire, et aujourd'hui, tout se sait avec les réseaux sociaux, donc faut faire attention à la disproportion parce qu'après on nous a accusés d'être des anti, sur Twitter notamment, on nous a accusé des anti AVB et C. D'ailleurs, ça a fait partie ce genre d'épisode qui fait que je tweete beaucoup moins aujourd'hui aussi. On nous a accusé d'être des anti AVB, de chercher toujours la petite bête, ceci, cela, mais nous, on fait juste notre travail, qu'on essaie de raconter de l'OM tel que ça se passe, comme ça se passe vraiment, quoi, en fait. D'accord. Alors, Alexandre, je vais passer à une partie un peu tac au tac, c'est-à-dire il faut que tu Ouais. répondes du tac au tac aux 5 questions que je vais te poser. Donc, joueur qui t'a le plus impressionné à l'OM. En tant que journaliste ou en tant que supporter? Euh, ouais, en tant que supporter, allez. Ah, en tant que supporter, moi, c'est Carlos Moser. En tant que supporter. En tant que journaliste, par contre, c'est moi celui qui m'impressionnait, c'était Lucas Ocampos. Je Ocampos? trouvais qu'il avait. Ouais, alors j'étais un fervent défenseur d'Ocampos, parce que je trouvais qu'il avait une énergie hallucinante sur le terrain pour un poste de milieu offensif, où souvent on a des créateurs, des mangeurs, un peu comme on appelle ça. Et lui, moi, il m'impressionnait. Quand je voyais les matchs d'Ocampos, la saison 2017-2018 et même 2018-2019, avec Balotelli, franchement, j'étais impressionné. Voilà. Mais en tant que supporter, c'est Carlos Moser, hein. Franchement, Carlos Moser, si tu l'avais avec toi, tu savais que rien ne pouvait t'arriver. D'accord. Alors, le coach qui t'a le plus, que tu as le plus préféré à l'OM, même si je connais la réponse. Le coach que j'ai le plus préféré, c'est pareil, en tant que supporter, c'était Goethals.
on va dire ça. Et en tant que journaliste, moi, celui que j'ai aimé, je démarrais, j'ai fait quelques conférences de presse avec lui, mais bon, comme je démarrais, c'est Guéret. Ah ben, tu J'adorais as dit Guéret. tout faux. Tu aurais dit qui? Didier Deschamps. Ah bah Didier Deschamps aussi, mais Guéret, il avait ce petit, en tant que journaliste, Guéret, il avait ce petit truc marrant qui était cool. Après, j'adore Deschamps aussi, hein. Moi, j'aime bien parce que franchement, ben, qu'est-ce qu'on peut dire contre Didier Deschamps? Je veux dire, il a mené l'OM dernier Mhm. titre de champion de France, c'est lui, dernier titre de course, c'est lui. La France est championne du monde, c'est lui. Enfin voilà, mais j'avais une petite affection particulière pour Guéret. J'aimais bien le personnage. D'accord. Alors, la personnalité de l'OM avec laquelle tu as été le plus en conflit. Ah, c'est Jacques-Henri Hérault de loin, de loin. Sur- J'ai eu pas mal de conflits, j'ai eu pas mal de conflits aussi avec Vincent Labrune. Alors lui, mais alors Vincent Labrune, aujourd'hui, ça peut m'arriver de lui envoyer des messages ou je le croise volontiers. Mais lui, ça se réglait très vite, quoi. On parlait alors que Jacques-Henri Hérault, le moindre truc qui lui plaisait pas, c'était un drame, quoi. Voilà, moi, c'est Jacques-Henri Hérault. Et celle à la différence, c'est celle avec laquelle tu es le plus ami. Ben, alors moi, c'est personnel, à titre personnel, c'était pas Diouf. Mais bon, il est plus là et je l'ai connu, en fait, je l'ai connu, je démarrais et j'ai fait une interview, c'est moi qui ai fait l'interview de 2009 quand il dit Vincent Labrune, son nom sort du néant, non, son nom est en train de prospérer mais il sort du néant, ça c'était une interview, c'est moi qui l'ai faite. Et je l'ai faite au téléphone dans le bureau où je suis aujourd'hui. Là. Et, euh, D'accord. et en fait, et voilà, et après j'ai noué des relations d'amitié avec lui, on déjeunait régulièrement ensemble et je trouve que je parle même pas du président parce que mais je trouve que humainement, c'était vraiment le top niveau Ligue des Champions, humainement. C'était vraiment quelqu'un de droit et d'humain. Quand il est décédé, j'ai appris moi, j'ai appris en début d'après-midi qu'il était malade et qu'il était dans le coma à Dakar. Je savais pas parce que je l'avais eu au téléphone 3 ou 4 semaines avant, mais je voyais pas. Bien sûr, j'étais pas un intime, mais on s'entendait très bien, quoi. Et ça m'a fait un choc quand même. C'est la personnalité du foot et même du journalisme dans les personnes qu'on traite qui m'a le plus, dont j'étais le plus triste du décès quand même, parce que c'était vraiment, je l'appréciais vraiment. Il avait vraiment les supporters captent pas parce que connaissaient le personnage public, mais le personnage privé, enfin voilà, c'était vraiment quelqu'un de bien. Et enfin, la dernière question, Ouais. question du tac au tac. Tu préfères qu'on gagne la C3 cette année ou qu'on la perde en finale, mais qu'on essaye de se qualifier en C1? Ouais, franchement, il vaut mieux gagner à C3, quoi. Parce que le problème, c'est que perdre en finale et se qualifier en C1, mais la question, c'est pourquoi faire en C1 ensuite, quoi? Si c'est pour aller en C1 et terminer quatrième, aller au mieux troisième, ça sert à rien. Alors que, justement, on parlait de sport, d'histoire humaine et d'émotion. Une victoire en Ligue Europa, c'est d'émotion et c'est quelque chose qui reste dans l'histoire. Si tu perds en finale, tu restes un petit peu dans l'histoire enfin, dans la finale de 2004, c'est pas l'équipe qui reste dans l'histoire, c'est Drogba, en fait, sur le parcours. Mais si tu perds, tu restes pas dans l'histoire, en fait. Si tu gagnes, tu resteras dans l'histoire. Donc, je pense que vaut mieux pour le symbole gagner, enfin, pour le symbole, même pour l'histoire de l'OM, il faut gagner des trophées, quoi. C'est bien beau de participer. Ça, c'est un truc de financier, en fait, de dire il faut se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine. C'est juste une question d'économie, Mhm. économique, parce que ben, pour moi, il y a pas photo. Alors, je pense que Longoria peut-être dirait le contraire, hein, parce que pour des questions d'économie, c'est peut-être plus intéressant pour lui d'aller en Ligue des Champions la saison prochaine. Mais pour les émotions, pour les histoires humaines, pour les frissons, pour tout ce qu'il y a autour de l'OM, c'est beaucoup mieux une victoire en Ligue Europa. Mais même si j'ai peur que ça n'arrive pas quand même, parce que faut passer Benfica et après Liverpool, ça va être compliqué quand même. Mais on sait jamais, avec l'OM et la Coupe d'Europe, c'est une histoire de frisson. Et il peut y avoir des choses qui se produisent un peu surnaturelles au Vélodrome, quoi. Donc, on ne sait jamais, il faut pas perdre espoir. Je te dis ça parce qu'il y en a qui s'en moquent complètement de la Ligue Europa, hein. Ça Ouais, peut. mais c'est parce qu'ils jouent à Football Manager, ces gens-là, en fait. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, eux, ils sont là en train de se dire, oui, mais non, mais on va avoir la manne financière de la Ligue des Champions, c'est 50 millions d'euros pour aller se prendre une défaite à Naples, match nul à Galatasaray et se faire humilier à Madrid. Et voilà, c'est ça la Ligue des Champions aujourd'hui pour l'OM, en fait, hein. J'exagère un peu, je caricature un peu, mais c'est un peu ça quand même. Je pense que là, aujourd'hui, et puis de toute façon, si tu gagnes la C3, tu qualifies en Ligue des Champions.
Mm. Après, je m'avance un peu. Je pense que j'ai bien peur que l'OM ne gagne pas la C3 quand même, quoi. Il y a une embellie là, mais il faut pas non plus. En fait, le problème de Après, ce club, c'est que les gens ne gardent pas les pieds sur terre. En fait. C'est même le problème de l'OM en fait, c'est que quand tout va mal, il faut tout raser. Et quand tout va bien, d'un coup, on a l'impression que c'est les meilleurs joueurs du monde. Or, tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir, quoi. Et là, aujourd'hui, le problème, c'est que cette équipe, elle est à son niveau, hein, entre la cinquième, entre la quatrième et la huitième place de Ligue 1, elle est à son niveau. Elle peut pas viser plus haut. Alors, quatrième, s'ils y arrivent, ce sera beau, mais il y a beaucoup d'équipes entre. Je pense que voilà, c'est pas non plus une équipe qui a le niveau de douzième, c'est une équipe entre la quatrième et la huitième place, quoi. Moi, je pense que c'est une équipe de ce niveau-là. Si tu regardes, par exemple, tu prends les joueurs les uns après les autres, est-ce que tu te dis que Paul Lopez, c'est un gardien, un des trois meilleurs gardiens de Ligue 1? Non. Un des quatre meilleurs gardiens de Ligue 1? Non. Allez, des 5 à 8, oui. Et ainsi de suite. Il y a Aubameyang qui est un peu au-dessus du lot, mais le reste, malheureusement, tu n'as pas de défenseur. Tu as Klose qui doit faire partie des trois meilleurs latéraux de Ligue 1, mais le reste, tu n'as pas de joueur dont tu te dis, c'est un des trois meilleurs joueurs de Ligue 1, un des trois meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. On a une équipe qui vaut la quatrième place, au mieux, à mon avis. bah, justement, tu penses quoi de l'actualité du moment, de cette arrivée de Gasset qui a un peu, même si bon, hier on a vu la Bah, défaite. c'est pas même le pauvre. Franchement, c'est pas un magicien. Et déjà, je trouve que ce qu'il fait, c'est chapeau parce qu'en arrivant comme ça, après avoir été un peu secoué quand même en Côte d'Ivoire, parce que même si la Côte d'Ivoire a gagné la CAN, lui, il est parti dans des conditions un peu rocambolesques quand même, avec des espèces d'émeutes à l'extérieur du stade, bon, parce qu'ils avaient perdu pendant la phase de poule. Mais il a quand même ce truc où il s'en fiche un peu de. Par exemple, quand on voit qu'il a remis Pape Gay, voilà. Il a remis Pape Gay, il s'en fiche des coulisses. En fait, lui, il se dit, bon, j'ai ces joueurs-là, on m'a demandé, il a bien dit, on m'a donné une mission, je vais la remplir et je vais faire du mieux que je peux. Donc, je pense que c'était l'homme qu'il fallait à l'instant T, quoi. Voilà, je pense que, à titre personnel, la fausse bonne idée, ce serait de le prolonger la saison prochaine. Parce Oui. que voilà, je pense que c'est l'homme qu'il faut pour ces 3 mois. Après, est-ce qu'il est capable de faire une année complète à l'OM, une saison complète et que ça se passe bien à l'OM? Je sais pas. Là, si on me demande mon avis, je pense que non. Je pense c'était l'homme qu'il fallait, l'homme idoine à ce moment-là. Beaucoup de gens ont été sceptiques les 2 premiers jours. C'est vrai que même nous, quand on a vu ce nom, on me dit Jean-Louis Gasset, on me dit comment ça, Jean-Louis Gasset? Enfin, bizarre quoi. Mais c'était un peu l'étonnement, c'était pas du scepticisme chez nous, chez les journalistes, c'était plutôt de l'étonnement. On se disait, oh là, ça correspond pas du tout à Pablo Longoria, ça, Jean-Louis Gasset en fait. Parce qu'on se dit à ce compte-là, ben, pourquoi Gasset, pourquoi pas Papin quoi. Mais en fait, il dégage un truc aussi Gasset, et il est bien aimé par les supporters justement pour son authenticité, parce qu'il parle honnêtement, sans langue de bois. Puis il est quand même assez intelligent, ce qu'il a fait sur les joueurs, il l'a raconté lui-même. Enfin, quand il dit Aubameyang, c'est le joueur, quoi. On le met à la place qu'il veut et on fait construire l'équipe autour. Ben, ça, on le pense, mais c'est pas évident que l'entraîneur le pense aussi. Et quel coach tu prendrais l'année prochaine, plutôt? Là, ben, moi, je suis pas dirigeant, je peux pas. Moi, ce qui est certain, c'est que si j'avais été à la place de Longoria, il y a un truc que j'aurais pas fait. Et il se retrouve dans cette situation bancale aujourd'hui, c'est parce qu'il a pris Marcelino. Ça, franchement, Longoria, il aurait dû avoir des conseillers qui auraient dû lui dire, mais Pablo, tu fais n'importe quoi, tu ne peux pas. Quand bien même ton pote, c'est le meilleur entraîneur d'Espagne, ce que tu veux, tu ne peux pas, parce que tu sais très bien que le jour où ça va foirer, on va t'accuser d'avoir fait rentrer ton pote à l'OM. Ça, il fallait pas. Ça, c'est un truc que j'ai pas compris. Je lui avais même dit, on avait fait des papiers qui lui avaient pas plu à l'époque, mais je comprends pas. Et il aurait dû avoir des conseillers ils auraient dû être plus en lui disant non Pablo, tu fais pas le bon choix. Alors après dans l'OM actuel, je pense que le meilleur profil vu le contexte, si tant est que l'OM soit encore avec le même président et tout la saison prochaine, ça reste quand même Galtier. Pour prendre la suite de Gasset, Merci. ça reste quand même Galtier le meilleur profil. Faut être lucide quoi, mais Français qui connaît la Ligue 1, qui a une expérience, qui pourrait continuer, ça reste Galtier. Mais après, franchement, je pense que on est à une période où c'est compliqué de se projeter sur l'OM à plus de 3 mois. Parce qu'on ne sait pas exactement, on ne sait pas ce qu'il en est. Franck McCourt dit qu'il veut pas vendre, mais on le voit plus. On ne sait pas exactement ce qui se passe, ce qui se trame. Attention, je dis, attention, qu'on ne me méprenne pas, j'ai pas dit que le club était en vente, hein, mais j'ai du mal à me projeter, je dis pas ça du tout, hein. Au contraire, les dernières informations nous font encore penser que le club n'est pas en vente,
Mais en même temps, la question, c'est le club est pas en vente, ok, mais donc, qu'est-ce que vous allez faire du club, quoi? C'est ça la question. C'est pas une histoire de il faut vendre, il faut pas vendre. Ça excite les supporters sur Twitter. La question, c'est si McCourt ne veut pas vendre. Mais ok, mais maintenant, il faudrait peut-être répondre à une question. C'est ok, vous voulez pas vendre, Monsieur McCourt? Qu'est-ce que vous voulez faire de l'OM? Parce que l'OM va continuer comme ça à vivoter, une année oui, une année non, pas d'argent, on bricole, puis on vend. C'est pas un projet pérenne, c'est pas un projet à long terme. Puis lui-même, il perd beaucoup d'argent. Donc c'est ça la vraie question, c'est savoir qu'est-ce que veut faire Franck McCourt de ce club. Voilà, on en est là. Donc se projeter en mars, savoir ce qui se passera en juin pour le nouvel entraîneur, je pense qu'on n'y est pas encore, hein. Mais c'est vrai que ouais, Galtier, ça paraît logique, tu vois, mais on m'a souvent dit que Marseillais à Marseille, Ah oui, non, mais c'est sûr, mais Galtier, ça peut être aussi la fausse bonne idée, hein, attention, hein. Mais là, dans le contexte, avec Tessier, avec pas mal de gens qui le connaissent au sein du club, c'est peut-être le moment, quoi. Mais après, c'est toujours pareil, il y a un problème économique en ce moment à l'OM. C'est-à-dire, tu fais venir Christophe Galtier, mais tu prends quel joueur derrière, quoi? Comment tu fais, surtout si tu te qualifies par Ligue des Champions? Il y a le problème. Alexandre, avant-dernière question, Ouais. quelle est la personne que tu me conseillerais d'interviewer? Ça peut être un footballeur, un Personne. journaliste, qui tu veux. Du football, là, évidemment, hein. Oui, Du football, évidemment, la personne que je te conseillerais d'interviewer, euh, je réfléchis. Après, il y a ceux qui donnent, franchement, ah, bah, moi, il y a une interview que j'aurais rêvé de faire, mais donc, je te conseillerais de la faire, mais je pense que tu n'y arriveras pas. non, je pense. C'est bien, c'est bien ça, quoi. Mais, pour savoir, voilà, mais, mais tu n'y arriveras pas, on n'a jamais réussi, de toute façon, il en accorde pas. Après, dans les consultants, dans tous dans tous ces gens, qui auraient un discours pertinent, qui serait, bah, je t'aurais dit Pape Diouf à l'époque, évidemment, mais là, malheureusement, il est plus là. Après, il faut se méfier aussi, parce qu'il y a des gens que tu interviews qui font gaffe à tout ce qu'ils disent. C'est ça aussi, parce que tu vois, par exemple, on va prendre, je prends le cas de Vincent Labrune. Le Vincent Labrune privé n'est pas du tout le Vincent Labrune du gars que connaît le grand public. Et en Oui, fait, oui, quand tu fais une mais interview, c'est vraiment tout est carré, il veut relire et machin. Et en fait, il donne pas t'as pas l'impression que c'est lui, quoi. Franchement, si tu arrivais, la bonne interview serait Longoria, quoi. Voilà. Ce serait Longoria, ouais. Là, aujourd'hui, oui, c'est parce que lui, parce qu'il parle et tout, il est quand même assez honnête, honnête, non, enfin, honnête, il est nature peinture des fois dans tes réponses, quoi. Voilà. Donc, ce serait Longoria. Après, dans l'univers du foot, chez les journalistes, il y a beaucoup de gens très, très intéressants avec qui ont de bonnes anecdotes. Je sais pas, tu vois, par exemple, je pourrais te conseiller Mario Albano, qui raconterait toute l'histoire de l'OM. Alors après, je sais pas si toi, ça t'intéresserait ah en tant que, oui, voilà, Mario Albano, oui, c'est toujours intéressant, Mario Albano, tu vois, Mario Albano, Jean-Paul Deloum, Yves Mérens, tous ces anciens journalistes qui peuvent te raconter en fait, l'intérêt de ces journalistes-là, c'est qu'ils peuvent te raconter le journalisme d'avant. C'est-à-dire le journalisme où tu pouvais taper dans l'épaule des joueurs, tu pouvais leur parler directement, sans 25 filtres, sans passer par l'agent, l'attaché de presse, le directeur de la communication, et ainsi de suite. Eux, ils ont connu le journalisme où tu rentrais dans les vestiaires après un match et que tu allais faire l'interview. Donc ça, voilà, je te conseillerais, voilà, si, pour répondre à ta question, je te conseillerais un journaliste de cette époque-là, qui a aujourd'hui entre 65 et 80 ans, mais un journaliste de cette époque-là, ça peut être enrichissant pour toi. bon, ben, super. Ben, en tout cas, je te remercie. J'espère que je pourrai te faire passer ça. Ouais, mais écoute, merci à toi. Mais à l'occasion, il n'y a pas de, y a pas de, y a pas de, y a pas de problème. Super. Ben, merci à toi encore d'avoir Ben, pris le merci, temps. Et merci. Et tu m'enverras un lien quand tu le diffuses là. Comme ça, oui, je oui, pas de regarderai. souci. Je vais faire Ça le va. montage et je le diffuserai. Merci à toi. Allez, ok. Allez, merci. Bonne soirée. Merci, Merci. bonne Ciao, soirée. ciao. Ciao, 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 ciao. ciao.